Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes lectures, de mes réceptions, un peu de tout comme vous avez l'habitude. Donc là on est au mois de juin, on est très exactement dimanche 9 juin et je vous reprends puisque j'ai terminé hier soir un livre, donc le premier livre de ma pile à lire de l'été. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et donc je suis contente d'avoir enfin terminé un livre de ma pile à lire, donc c'est Aranea, le tome 1, donc la légende de l'empereur, c'est de Alexandre Murat et c'est publié aux éditions Pocket. Donc c'est du thriller ésotéro-historique à peu près. Donc là on se base sur le fait que Napoléon, lorsqu'il est décédé, il a légué à ses proches 7 aigles en argent. Ces 7 aigles ont des symboles qui sont gravés sur leur dos. Si on décode ces symboles qui sont gravés sur ces aigles, déjà il faut rassembler les 7 aigles et essayer de comprendre le code. Ça nous mène potentiellement à un trésor caché. Du moins c'est l'hypothèse de James Whistlemore, qui est un richissime milliardaire américain et qui lui est fan d'énigmes historiques, de quêtes, de chasse au trésor, et donc il va missionner 2 experts qui se complètent plutôt bien, il les a bien castés. D'un côté on a Alex Méry, qui est donc un éminent professeur d'université de la Sorbonne, qui est spécialiste de tout ce qui est énigmes historiques et notamment de la période napoléonienne. Donc ça tombe bien. Et puis d'un autre côté on a un peu, autant Alex c'est un peu le cerveau, autant Marie c'est un petit peu les jambes, puisque Marie elle c'est une américaine qui a monté son propre cabinet, son propre cabinet de détective privé, et elle travaille en étroite collaboration avec le FBI. Surtout sur tout ce qui concerne sa spécialité, qui est donc le trafiquant d'œuvres d'art. Et donc il va se passer que ces deux-là vont devoir faire équipe sous la houlette de James Whistlemore, qui va donc les missionner de retrouver en fait les aigles qui manquent, puisque lui il en a 3 en sa possession, il vient d'en acheter un 4e et il lui en manque 3 autres. Et il se trouve que les 3 autres sont en possession d'un trafiquant d'œuvres d'art qui est passionné de la période napoléonienne et qui lui aussi veut mettre la main sur les aigles manquants pour déchiffrer le code. Alors évidemment, chacun pense qu'il y a un trésor à la clé. Ils n'ont pas les mêmes hypothèses sur quel est le trésor en question. Qui a raison, qui a tort, ça on le découvrira. En tout cas voilà, ça va nous plonger dans une quête historico avec des énigmes, avec des codes, avec pas mal d'actions aussi. C'est un service presse que l'auteur m'a proposé de recevoir lui-même, et il m'a d'ailleurs gentiment envoyé le tome 2, puisqu'il y a un tome 2 qui est sorti récemment chez Fleuve Noir, qui s'appelle donc le 9e livre, et que je lirai évidemment avec grand plaisir. Donc là c'est son premier roman, Alex Murat, on l'apprend dans la petite introduction qui le présente. Il est en fait le descendant direct du maréchal Murat, qui était le beau-frère de Napoléon, et il se trouve qu'un de ces aigles, qui existe vraiment, est en sa possession. Donc en fait il se base sur quelque chose de réel pour ensuite construire son histoire, sa fiction, et dedans, dans ce roman, il se base sur beaucoup de faits réels, de faits historiques, d'énigmes historiques qui existent vraiment dans notre monde. Donc il part pas de rien, il n'invente pas tout, il y a des faits historiques sur lesquels il se base et ensuite il va construire son histoire et sa fiction autour, donc ça c'était plutôt cool. Ensuite on sent quand même que c'est un premier roman. Moi j'ai trouvé que parfois ça allait un peu vite dans certaines explications, dans certains décodages de code, ou voilà, il y avait des choses qui se mettaient en place de manière un petit peu facile, un petit peu trop rapide. Dans l'action aussi, il y a des passages où on ne s'ennuie pas, puisqu'il y a des passages de réflexion avec Alex qui essaye de déchiffrer ces énigmes, mais d'un autre côté on a aussi pas mal d'actions avec des courses-poursuites, des guns, voilà, des fusillades, ce genre de choses. Donc on ne s'ennuie pas, c'est quand même bien dosé dans l'équilibre. Par contre, des fois, je trouvais que c'était un peu rapide. Certaines explications, comme par exemple à un moment donné, on a une des adversaires de Alex Méry qui va monter une équipe pour aller attaquer, sauf que elle va dire bon on va faire 2 jours d'entraînement commando pour être au top, sauf que tu peux pas avoir un entraînement commando en 2 jours. Bon évidemment c'est quand même des gens qu'elle a castés au début et qui ont quand même des compétences,
Mais bon, j'étais là, c'est pas en 2 jours que si t'es pas en forme, tu vas devenir en forme quoi. Enfin bon, il y avait des trucs comme ça où j'étais là, bon, je sais pas, j'adhérais pas toujours, je trouvais que c'était parfois un peu facile certaines ficelles narratives, que ça manquait un peu de corps, vraiment d'assises. C'est pour ça que ça me laisse penser quand même que c'est un premier roman et que potentiellement tous les écueils de ce tome-ci seront peut-être évités dans le tome suivant, donc c'est pour ça que je le lirai avec plaisir, d'autant plus que le personnage d'Alex et le personnage de Marie sont quand même attachants, ils ont chacun leur personnalité qui est complètement différente, mais ils se complètent bien. Voilà, après ça reste divertissant, on est quand même sur quelque chose où il y a quand même de l'action, ça se passe vite, les énigmes c'est quand même résolu assez rapidement, enfin voilà, c'est pas non plus un gros casse-tête. Voilà, si vous cherchez du Dan Brown, vous allez pas forcément être servi. Pour moi, Dan Brown, c'est vraiment le maître incontesté du thriller ésotérique. On fait pas mieux que Dan Brown parce que j'aime vraiment le côté très... ces énigmes sont vraiment hyper casse-tête, hyper réfléchies, enfin voilà. Là, ça va un peu plus vite. Voilà. C'est un peu moins... il y a un peu moins de corps, un peu moins d'assises, on va dire. Mais ça reste un premier roman, ça reste divertissant. Franchement, ça se lit bien, hein. En plus, les chapitres sont courts. Donc ça se lit super bien, même si quand même il fait pas loin de 400 pages, je crois qu'il fait 390 pages, mais on les voit pas passer. Franchement ça se lit super bien, donc voilà. Je vous recommande quand même, si vous aimez le style de thriller un petit peu ésotérique avec des enquêtes qui se basent sur des énigmes de l'histoire, ça peut être intéressant. Je lirai la suite, donc le 9e livre avec intérêt. Donc je verrai un petit peu la suite des aventures de Alex et Marie. Donc en tout cas, je remercie évidemment l'auteur pour m'avoir envoyé ces romans et de me faire confiance. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Je vous reprends plus tard. Ciao! Hey, salut! On est jeudi 13 juin et je vous reprends là. Je rentre du boulot et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres? Un petit colis que nous allons déballer ensemble. Alors je sais déjà ce que c'est parce que les éditions Tornada m'ont envoyé un petit mail pour me proposer de recevoir ce livre. Ce qui est super avec Tornada, c'est que vraiment ils te proposent de recevoir les livres, tu peux refuser si jamais tu veux pas, et puis voilà, c'est pas parce que t'as pas lu celui d'avant qu'ils t'envoient pas celui d'après, enfin ils sont quand même assez cool quoi. Alors, il est pas très gros donc ça va. Il s'agit de Mémoire de feu de Jean-Marc Desnaud, donc aux éditions Tornada. Donc c'est un thriller. Il y a le petit marque-page du coup Tornada édition, le plaisir de lire tout simplement. Alors je vais vous lire la 4e de couve de ce livre-là. De quoi ça parle? Âgé d'à peine 4 ans, le petit Damien raconte d'étranges histoires, comme les souvenirs improbables d'une autre personne. Nullement inquiète, sa famille met ça sur le compte d'une imagination débordante et avec le temps, l'enfant oublie tout de ses récits. Mais un soir, à l'aube de ses 35 ans, quelque chose d'inattendu se produit. Une étincelle fait ressurgir ce passé qui n'est pas le sien. Très vite, il est hanté par d'atroces visions dans lesquelles il assassine sauvagement des femmes. A-t-il vraiment pu commettre ces horreurs dans une autre vie? Damien le croit, car une soudaine pulsion s'est réveillée, celle de tuer. Un serial killer peut-être endormi qui se réveille ou on sait pas trop. Peut-être un côté surnaturel, je sais pas. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de côté surnaturel. Je préfère quand même quand c'est plutôt du côté de la psyché, tu vois. Bon, on verra. En tout cas, merci beaucoup à Tornada pour cet envoi. Hello, je vous reprends, on est dimanche 23 juin, j'ai les cheveux mouillés là parce que je sors de la douche, mais j'avais très envie de vous montrer les livres que j'ai acquis pendant le week-end. Alors oui, j'avais dit que je faisais baisser ma pile à lire, mais autant vous dire que cette bonne résolution ne tient pas la route. C'est pas ma faute, je n'ai pas pu résister, puisque ce week-end je suis allée chez mes beaux-parents qui vont bientôt déménager et du coup ils se débarrassent de pas mal de choses. Donc moi j'ai récupéré, voilà, j'ai dit oui je prends des livres, quand il s'agit de livres évidemment je prends, j'ai récupéré aussi des cadres, mais voilà. Donc les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire, je vous en parle et ensuite je vous parle de ma lecture que j'ai terminée. Un petit rapide bilan lecture sur la lecture que j'ai terminée. Mais d'abord les nouveaux arrivés dans ma pile à lire.
Alors le premier que j'attrape, c'est La forêt des disparus de Olivier Bal, c'est aux éditions Pocket. Donc c'est du thriller. Olivier Bal, je ne l'ai jamais lu, mais bon, c'est du thriller français. Je voulais la quatrième. Des murs d'arbres géants séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon de traîner dans les bois de Redwood. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'étranger. De son vrai nom, Paul Green, cet ancien journaliste a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une jeune adolescente, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée, car là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur. Tadadam! Voilà, donc je verrai bien, en tout cas un petit thriller, ça fait toujours plaisir dans la pile à lire. Ensuite, j'étais ravie de trouver ce livre parce que je ne l'avais pas dans mes piles à lire. C'est le prochain que je dois lire dans cette saga. Et je me tâtais soit de l'acheter sur Vinted, soit d'attendre la période des vide-greniers comme ça cet été là, en me disant peut-être je le trouverai en vide-grenier ou alors chez Emmaüs. Mais finalement, je l'ai trouvé chez mes beaux-parents et je suis ravie. C'est donc La chasse de Bernard Minier aux éditions Pocket également. Et c'est le tome 7 de la saga de Martin Servaz. Alors je vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 7, mais voilà, c'est une saga que moi j'aime beaucoup et que je lis chaque année en début d'année, genre en janvier-février. Voilà, c'est un petit peu la période où je lis un tome de cette saga. Petit à petit, je rattrape mon retard et donc il y a ce tome 7 qui m'attend pour début 2025. Et ensuite, je lirai le suivant qui est sorti en poche récemment, qui s'appelle Un œil dans la nuit, mais que j'ai encore du temps pour acquérir d'occasion. Que voilà, je les prends en poche, donc c'est très bien. Par contre, le problème de Un œil dans la nuit, c'est que vraiment, il n'a pas du tout la même charte graphique que les autres. Je sais pas pourquoi. Alors celui-ci, c'est un peu qui tout double, hein, on verra bien. Donc c'est Alexis Lebsker avec Les poupées aux éditions Pocket. Alexis Lebsker, c'est l'auteur de Et avec votre esprit que j'avais bien aimé, mais bon, sans plus. C'était sympa, mais sans plus. Cette année, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Le Mangeur d'âme que j'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout aimé. Et celui-ci, donc Les poupées, c'est je crois le tome 2, enfin la suite de Et avec votre esprit. Donc je verrai bien, si ça me plaît, je continuerai à lire cet auteur, si ça me plaît pas, je pense que là j'arrêterai parce que voilà, ça sert à rien de s'entêter si on n'aime pas. Donc ça sera qui tout double avec celui-ci. Et puis ensuite, on est allé faire un petit tour en boîte à livres et j'ai trouvé 2 livres. Le premier, alors je savais pas si je l'avais déjà ou pas, mais en fait en vérifiant je ne l'ai pas du tout. Donc c'est 20 ans après de Alexandre Dumas. Donc c'est la suite des Trois Mousquetaires. Donc il y avait les Trois Mousquetaires, ensuite il y a le Vicomte de Bragelonne et ensuite il y a 20 ans après. Mais là c'est une partie 2 en fait. Donc bon, je me dis au pire je l'ai pris. Ça fera un très beau livre de déco. Sinon, écoutez, j'essaierai de trouver la suite, enfin, ou celui d'avant. En tout cas, dans ma pile à lire, j'avais le Vicomte de Bragelonne, mais pas dans cette édition, et c'était un tome 4. Donc c'était un petit découpage. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à tout remettre dans l'ordre, à tout avoir, et du coup, je me lancerai dans la suite des Trois Mousquetaires. Mais pour l'instant, voilà, en tout cas, il est joli, il fera... très bien dans la bibliothèque. Et puis bon, par contre il est un peu abîmé ici, il faudra que je recolle le dos, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas c'est une très belle édition, donc je l'ai pris, ça mangeait pas de pain. Et puis alors celui-ci c'est plus pour ma mère que je l'ai pris, mais bon, je me dis pourquoi pas le lire aussi. C'est une édition France Loisirs, donc il n'y a plus la jaquette papier. C'est Les Brumes de Riverton de Kate Norton. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler en bien, notamment chez Margot Liseuse qui vraiment l'encense tout le temps. Elle est spécialiste dans tout ce qui est récit de famille, histoire de famille, secret de famille. Alors moi c'est pas un genre que je lis beaucoup. J'avais lu Un manoir en Cornouailles de H.S. que j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que c'est pas trop un genre que je lis beaucoup. Mais je me dis pourquoi pas, parce que c'est quand même un peu la queen de ce genre là. J'avais offert il y a quelques années à ma mère, je crois que c'était L'Enfant du lac de Kate Norton. Elle avait bien aimé. Kate Morton, pas Norton, n'importe quoi, c'est Kate Morton. Et du coup voilà, pourquoi pas celui-ci. En plus il est dans un très très bon état, donc voilà, je l'ai pris.
Voilà, c'est tout pour mes petites acquisitions du week-end et maintenant je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée la semaine dernière. C'est Surface de Olivier Norek aux éditions Pocket et je vous ai écouté puisque suite à ma vidéo pile à lire de l'été où je présentais ce livre dans ma pile à lire de l'été, vous avez été quand même assez nombreux à me dire Olivier Norek, faut vraiment que tu le dises parce que c'est vraiment un super auteur, j'avais adoré Surface, enfin vraiment. Voilà, du coup je vous ai écouté, je l'ai remonté à la surface de ma pile à lire et je l'ai sorti. Et donc vous aviez raison, c'était trop bien, j'ai adoré ce bouquin. Pour l'histoire, déjà l'auteur ne nous épargne pas, hein, d'entrée de jeu, on est vraiment plongé dans un truc hyper dur, une scène quand même assez violente. Puisqu'on va suivre notre héroïne, notre personnage principal qui est Noémie Chastain, qui est capitaine à la brigade des stupes à Paris dans le 93. Et elle va en intervention un matin pour interpeller un dangereux trafiquant de drogue. Sauf que manque de peau, elle est la première à rentrer dans la chambre où il est couché. Sauf qu'il l'attend avec un fusil et il va lui tirer dessus en plein dans la tronche. Donc elle va se retrouver évidemment à l'hôpital. Elle est défigurée en fait. Elle va avoir une longue rémission et elle sera défigurée à vie. Et forcément elle va devoir comment dire, essayer de se reconnaître, de se reconstruire. Ça va être très difficile pour elle parce qu'elle ne se reconnaît pas elle-même dans le miroir et puis aussi elle doit affronter le regard des autres parce que visiblement elle est un peu un monstre, elle est devenue un monstre, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent. Et il se trouve qu'au moment où elle a fini sa convalescence, sa hiérarchie n'a pas très envie qu'elle revienne à son poste puisqu'ils ont peur que ça démotive les troupes de voir ce visage qui montre un petit peu que tous les flics sont vulnérables, hein, la dangerosité de ce métier. Donc ils vont un petit peu la placardiser, la mettre au vert et l'envoyer dans un petit village perdu au fin fond de l'Aveyron en lui mettant une espèce de mission un peu bureaucratique. En gros, elle doit aller voir sur place si il y a lieu de fermer ou pas le commissariat de la région puisqu'il y a une gendarmerie à côté. Donc est-ce que ça fait pas double emploi? Il y a des coupes budgétaires, etc. Donc voilà, elle doit faire un rapport, aller voir un petit peu sur place. Normalement, c'est l'affaire de 1 mois, mais il se trouve que au bout d'1 mois, alors qu'elle est censée repartir et retrouver son équipe à Paris, et manque de bol, dans ce petit village où il y a un lac artificiel avec un barrage, etc., va y avoir un cadavre qui va remonter à la surface de ce lac dans un fût. Et ce cadavre semble dater d'il y a 25 ans, puisque en fait, il y a 25 ans, il y avait l'ancienne ville d'Avallone qui avait été engloutie par les eaux. En fait, on avait déménagé la ville et parce qu'il y avait la construction de ce barrage. Sauf que du coup, sous ce lac artificiel, il y a une ancienne ville et qui semble regorger des mystères. Donc forcément, Noémie va être saisie de l'enquête, elle va devoir enquêter avec ses coéquipiers du bled qui eux n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir des meurtres, hein. Pour eux, les seuls cadavres qui le croisent habituellement, ce sont les petits vieux qui meurent de mort naturelle, quoi. Donc ça va remuer pas mal de choses, notamment des secrets, des choses un petit peu enfouies qui datent de un quart de siècle. Donc voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette enquête. On a vraiment un rythme qui est quand même assez soutenu, on ne s'ennuie pas, les chapitres sont courts, ça se lit vite. C'est terriblement addictif, vraiment. Olivier Norek, c'est vraiment un côté très page-turner, donc je pense que c'est le genre de bouquin qui peut vraiment nous sortir d'une panne de lecture. En plus de ça, il a des phrases qui sont très impactantes. En quelques mots, il arrive à saisir vraiment toutes les subtilités, les émotions des personnages, nous faire entrer en empathie aussi avec Noémie qui, la pauvre au début, se retrouve défigurée et c'est très dur pour elle d'affronter le regard des autres, etc. Donc vraiment c'est super bien fait. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul petit bémol vraiment que je peux trouver à ce livre, c'est qu'à un moment donné, il y a Olivier Norek qui fait quelques clins d'œil en insérant des noms de ses collègues auteurs de romans policiers, de thrillers, voilà, des auteurs de thrillers français qui sont quand même assez connus. Et du coup, moi ça m'a un peu sorti de ma lecture parce que j'ai vu le clin d'œil, l'hommage à ses copains, mais du coup, voilà, ça m'a un peu sorti de l'histoire. Mais bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Sinon, c'était vraiment un très bon roman policier. J'ai passé un excellent moment de lecture.
Donc voilà, n'hésitez pas à lire Surface d'Olivier Norek, c'était vraiment chouette. Hey, salut, je vous reprends, on est jeudi 4 juillet, oui on est déjà en juillet. Je voulais vous parler du livre que j'ai terminé de lire la semaine dernière, mais j'ai pas pu vous reprendre plus tôt puisqu'il m'est arrivé une tuile la semaine dernière, je me suis vautrée, j'ai mangé le bitume en allant au boulot. Voilà, petit accident de trajet, du coup j'avais la gueule pas en vrac quoi, donc du coup j'ai attendu de retrouver forme humaine pour vous parler de ma dernière lecture terminée qui n'est autre que Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie. Ça c'est une très vieille édition des éditions du Masque et il s'agit d'une enquête d'Hercule Poirot. Je me rends compte en fait que ça faisait super longtemps que j'avais pas lu un livre d'Agatha Christie alors que j'aime beaucoup. Les livres d'Agatha Christie c'est toujours des petites enquêtes policières bien ficelées où on est vraiment concentré sur l'énigme, la résolution de l'énigme plutôt que sur le crime en lui-même. C'est pas très sanglant quoi. Agatha Christie ça reste du policier assez soft et ça j'aime bien. Il y a un petit côté aussi société anglaise, bonne société anglaise du début du XXe siècle. Et bon ça se sent un petit peu, faut savoir quand même replacer ces livres dans le contexte dans lequel ils ont été écrits. Et parfois, enfin moi j'aime bien le charme un petit peu désuet d'Agatha Christie, mais parfois on sent que quand même ce sont des romans qui appartiennent au siècle passé parce qu'il y a des trucs que ça passe plus trop aujourd'hui quoi. Et ça m'a un peu gênée dans celui-là, d'habitude j'arrive à passer outre, mais j'avoue que je sais pas si c'est le fait d'avoir mis autant de temps à relire du Agatha Christie, enfin il s'est passé une grande période avant que je relise un Agatha Christie. Mais du coup, ouais là ça m'a plus dérangée cette fois-ci. Alors pour l'histoire quand même, de quoi ça parle? C'est une jeune infirmière, on va suivre Amy, elle s'appelle Amy Litheran. Mais Litheran, comment elle s'appelle? Litheran, c'est ça. Donc l'infirmière, une jeune infirmière, Amy Litheran, qui va être missionnée pour aller sur un site de fouilles archéologiques, suivre une expédition qui est composée de toute une galerie de personnages, mais sa mission à elle c'est de veiller sur Madame Leitner qui est donc la femme de l'archéologue en chef de cette expédition de fouilles. Et Madame Leitner elle est en proie à des frayeurs, elle est très nerveuse, elle est pas très bien, elle a du mal à dormir, elle a du mal à... Voilà, elle est un peu sur le qui-vive, elle semble avoir peur de quelque chose, on ne sait pas de quoi. Alors son mari pense que voilà, c'est un truc de bonne femme, qu'elle est un peu en dépression, un truc comme ça. Donc il va demander à l'infirmière de venir et de s'occuper de sa femme. Donc Amy va découvrir le campement, en fait, c'est quand même une bâtisse solide. D'ailleurs il y a une carte qui représente les lieux, donc c'est une bâtisse avec une cour qui est donc au milieu en fait, et donc il y a tous les bâtiments autour avec la salle des antiquités, le laboratoire photographique, le laboratoire de fouilles, il y a les différentes chambres de tous les personnages. Je vais essayer de vous retrouver le plan parce qu'il est plutôt bien fait. Voilà, voilà un petit peu le plan, donc avec la porte d'entrée et puis les différentes salles tout autour et la cour qui est au milieu et la terrasse qui n'est pas représentée mais qui est au-dessus en fait. On monte par un escalier. Et donc c'est à partir de cette configuration, on est vraiment dans un espèce de huis clos quand même à ciel ouvert puisqu'il y a cette cour, il y a aussi du passage dans l'entrée, il y a les domestiques qui s'occupent, les cuisiniers, les gardiens, enfin voilà tout un tas de personnel. Et on a différents protagonistes avec l'assistante de Monsieur Leitner, le professeur Leitner qui est donc l'archéologue en chef, sa femme, mais aussi les collaborateurs, différents archéologues. Il y a aussi un professeur de photographie, un expert en calligraphie, enfin on a tout un tas de personnages comme ça. Et qui sont quand même assez stéréotypés, on doit bien le dire, mais c'est souvent le cas chez Agatha Christie. On est donc en Mésopotamie forcément, et jusqu'au jour où en fait la pauvre Madame Leitner va se faire assassiner dans sa chambre. Mais ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne parvient pas à comprendre comment le meurtrier a pu rentrer dans la chambre alors que les gens travaillaient dans la cour, enfin tout le monde...
personne n'a rien vu, personne n'a rien vu de quelqu'un qui aurait pu rentrer dans la chambre. Alors que on est quand même sur une configuration en haut quoi, donc vraiment pour rentrer à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment c'est compliqué. Ils vont faire appel à Hercule Poirot qui passe non loin de là, mais il se rendait je sais plus à Bagdad, un truc comme ça, donc il va faire un petit crochet pour venir élucider cette enquête. Mais nous on est du point de vue de Amy qui va du coup devenir un peu malgré elle l'assistante d'Hercule Poirot et voir à l'intérieur vraiment au plus près comment est-ce que Hercule Poirot fonctionne pour résoudre ses enquêtes. Donc c'est plutôt, voilà, c'était plutôt sympathique, ça se lit bien hein, comme toujours chez Agatha Christie, c'est des chapitres courts, c'est des personnages qui sont assez stéréotypés mais ça fait partie un peu de ce charme un peu à la Cluedo. Mais voilà, moi ce qui m'a un peu gênée dans ce tome-ci c'est vraiment tout ce qui est des remarques un peu désobligeantes, notamment sur les femmes, le sexisme ordinaire, le racisme, la grossophobie parfois, enfin il y a vraiment tout un tas de termes qui aujourd'hui passent plus très bien et c'est là où je me rends compte que quand même les mentalités ont quand même pas mal évolué dans la société et tant mieux, mais voilà, aujourd'hui des fois je me dis ah ok c'est quand même un peu daté, hein. Mais bon voilà, il faut pas oublier que ça a été écrit au début du XXe siècle et que c'est à replacer dans son contexte. Voilà, mais après sinon c'était une enquête plutôt sympathique. Finalement Hercule Poirot, on le voit assez tard dans le livre et on est vraiment plongé dans la tête de la jeune Amy. Donc c'est plutôt intéressant comme point de vue, ça change un petit peu. Donc voilà, une lecture sympathique, mais c'était pas mon préféré des Agatha Christie. Hello, je vous reprends, on est lundi 8 juillet, je vous reprends juste pour clôturer ce vlog avec mes dernières réceptions livresques, puisque j'ai 3 livres qui sont récemment rentrés dans ma pile à lire, 2 qui ont été trouvés en boîte à livres vraiment par hasard et un que j'ai reçu. Donc je vais commencer par celui que j'ai reçu, c'est l'autrice elle-même qui m'a gentiment proposé sur Instagram de recevoir son livre. Donc c'est pas personnel, de Ihsan Awash et c'est aux éditions Academia, donc c'est une maison d'édition belge. Donc je l'ai accepté parce que elle m'a dit que ça parlait d'entrepreneuriat et de féminisme. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Ancrée au cœur d'une entreprise de pointe dans laquelle elle a fait ses preuves, Léa est sur le point d'être promue. Voici alors que tombe la nouvelle d'un désaveu, véritable coup de bambou. Elle est devenue soudain la personne à abattre. Ses repères s'effondrent, loyauté, amitié, amour. Où puisera-t-elle sa force quand tout semble se coaliser contre elle? Au cœur des entreprises contemporaines, au fonctionnement hyper polarisé, exclusif, cette fiction inspirée de faits réels met en évidence des problématiques incontournables pour tout qui estime devoir combattre les dérives d'un innocent sexisme, de l'impact des mots acerbes sur le corps, de l'influence nocive des médias et du cyberharcèlement. Sensible et jamais complaisante, Ihsan Awash invite à emboîter les pas de Léa dans ce monde que la jeune femme entrepreneuse croyait connaître. La solution résidera peut-être en un habile et fragile équilibre entre boulot, désillusion, valeurs sociétales, amour et amitié. Voilà, moi c'est vraiment des thématiques qui me parlent, l'empowerment des femmes, comment concilier monde du travail et féminisme, avec le sexisme ordinaire, etc. Donc voilà. Bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. En tout cas, je remercie l'autrice pour cet envoi. Et ensuite, 2 petites trouvailles de boîte à livres. Alors là, je pense que le premier, c'est vraiment le titre qui m'a appelée. Je l'ai vu de loin, je me suis dit, c'est quoi ce titre hyper long? Et j'ai trouvé ça hyper cocasse. Et en plus, la maison d'édition, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc c'est Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage. C'est de Elsie Tyler et c'est aux éditions Sonatine. Et apparemment, c'est un peu un thriller, un peu roman à énigme, un peu style Agatha Christie, avec un humour très british. Donc justement, ils disent dans la lignée des 10 petits nègres et du limier, un thriller anglais au charme fou. Je vais vous lire la 4e de couverture et apparemment c'est le premier tome d'une saga de Elsie Tyler, ce que j'ai vu sur Livre Addict. Ethelred Trisider écrit des romans sous 3 noms différents. Et ces temps-ci, il a 3 fois plus de problèmes que n'importe qui.
avec l'inspiration d'abord qui commence à lui faire sérieusement défaut, avec son agent littéraire ensuite, l'encombrante Elsie qui n'aime ni la littérature ni les écrivains, avec son ex-femme enfin, Géraldine, qui vient de disparaître mystérieusement. Lorsque le corps de celle-ci est retrouvé près de chez lui et que la police évoque la piste d'un tueur en série, l'infatigable Elsie pousse notre brave romancier à exploiter d'hypothétiques talents de détective pour résoudre cette étrange affaire qui, elle en est convaincue, saura lui rendre l'inspiration. Mais y a-t-il vraiment un tueur en série? Et si oui, est-ce vraiment lui qui a tué Géraldine? Voilà, donc ça a l'air quand même assez cocasse, assez marrant. Je verrai bien, voilà. En tout cas, il m'a appelé et le titre a l'air trop bien, donc je sais pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et alors celui-ci, mais vraiment quand je l'ai vu dans la boîte à lettres, je me suis dit mais il faut que je le prenne parce qu'il a eu très très bonne presse. C'est Mon mari de Maud Ventura. Là c'est aux éditions poche de l'Iconoclaste. D'ailleurs je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en poche chez Iconoclaste. Et alors je ne sais pas trop de quoi ça parle à part que c'est une femme qui est très amoureuse de son mari, mais ça vire à l'obsession en fait. Donc voilà, je vais quand même vous lire la quatrième et je pense que vous connaissez hein, parce qu'on l'a vu partout ce livre. Il a été vraiment encensé par tout le monde. Elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors, elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tente des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui, jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Ça a l'air trop bien, en tout cas, je suis contente de l'avoir trouvé dans un état relativement neuf, en boîte à livres. Voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. S'il y a des livres que j'ai lus qui vous inspirent, qui vous donnent envie, s'il y en a qui ont rejoint ma pile à lire, que vous avez déjà lu et que vous me conseillez, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si celle-ci vous a plu. Et puis je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!